Je m'appelle Claude Alouche, je suis médecin gynécologue et ça fait 35 ans que je suis diplômé. On va tester tes connaissances en tant que gynécologue. Est-ce qu'on peut manger de la dame croûte enceinte? Excellente question qui aurait pu me surprendre. J'aime pas le fromage de toute façon, j'ai habité en Normandie. Je peux être enceinte et manger du fromage que j'aime. C'est pas conseillé de rester sur le dos trop longtemps. Mais là, tu m'allumes des trucs rouges dans ma tête. Pourquoi? Parce qu'on allonge les femmes pendant l'accouchement. On n'est pas obligé d'être sur le dos pour accoucher. C'est ok d'avoir des rapports pendant la grossesse. Il y a des papas qui ont peur de faire mal au bébé. Pour les mamans, pour les papas. Pour tout le monde. On va dire pour le shalom bayit. Quand on veut que le travail se déclenche, les rapports, ça peut être une méthode, on va dire naturelle, qui marche pas à tous les coups, mais qui peut aider. Je dis tout le temps, la grossesse, c'est pas une maladie. Quand une fausse couche se produit, c'est pas à cause de la maman ou du papa. Je devrais pas dire ça, mais il y a peut-être moins d'impact de fumer un joint de temps en temps que de fumer 20 cigarettes par jour tous les jours. Donc là, récemment, j'ai une patiente qui me dit, je peux faire du sport? Je lui dis oui, quel sport? La boxe. Je dis, non pas. J'attends de voir une femme enceinte qui commence à faire du foot, mais pourquoi pas? J'ai tout vu, j'ai tout vu. Il y a des choses pour moi qui sont un peu too much. Waouh! Avant, on faisait pas ça, on n'interdisait pas aux femmes enceintes de manger de la mousse au chocolat. Bon, Ah oui, enceinte, on peut plus rien manger. on se prive de beaucoup de choses. Donc, Mais souvent, la toxoplasmose, c'est associé au poisson cru. autant en France, j'en ai vu un certain nombre, autant en Israël, j'en ai jamais vu. En fait, le bébé fume. Est-ce qu'on peut boire de l'alcool? Tolérance zéro. Le bébé, il n'a pas commandé de cocktail. Être maman, c'est une histoire qui est différente pour chacune. Bienvenue dans Parlons Maman, le podcast où les mamans racontent la leur. Entre témoignages de mamans et épisodes avec des professionnels, on va parler ici de la maternité sous tous ses angles. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Parlons Maman. Et aujourd'hui, on a un invité de fou. On a aujourd'hui avec nous le docteur Claude Alouche. Il est gynécologue en Israël depuis plusieurs années maintenant. Il travaille en maternité et en consultation pour le suivi de grossesse et autres. Et donc, du coup, on a préparé plein de questions à lui poser, des questions que vous m'avez aidé à préparer sur Insta. Et donc, on va lui poser ensemble et voir un peu les réponses par rapport aux questions que vous avez posées sur la grossesse. Voilà, je vous laisse découvrir l'épisode. Bonjour Claude. Bonjour. Docteur Alouche. Je suis hyper contente que tu sois avec nous ce soir pour qu'on discute un petit peu de ton travail. J'aimerais bien que tu te présentes aux filles. Bon, il y en a plein qui te connaissent déjà, qui sont peut-être venus déjà chez toi en consultation, ou qui t'ont peut-être déjà croisé à l'hôpital. J'aimerais bien que tu te présentes, tu nous dises depuis combien de temps tu es gynéco, où est-ce que tu travailles et un peu ce que tu fais depuis combien de temps, etc. Je m'appelle Claude Alouche, je suis médecin gynécologue et je travaille depuis un certain nombre d'années. Ça fait à peu près 35 ans que je suis diplômé. Magnifique. Auparavant, j'étais en France et je travaillais dans un hôpital en Normandie. J'étais chef de pôle là-bas, donc de deux maternités en fait, c'était Évreux et Vernon, et puis de tout le pôle femmes, mères, enfants, de pédiatrie. Et puis voilà, donc la vie est passée, on est passé au bout de 25 ans de carrière à l'hôpital en tant que chef de pôle, on a fait l'ALIA directement de Évreux à Natania, où j'habite actuellement. Changement radical. Un changement radical, où maintenant on se sent chez nous en Israël. Et voilà, donc j'ai continué d'exercer depuis que j'ai fait l'ALIA, il y a environ 7 ans. Je sais pas si c'est intéressant de le savoir. Et donc, depuis que j'ai fait l'ALIA, j'ai continué à travailler, alors différemment, puisque à l'hôpital on faisait tout, on faisait la maternité, les accouchements, les gardes, les consultations, la chirurgie, on faisait tout au même endroit. Ici en Israël, l'organisation est un petit peu différente. Donc, au niveau de l'organisation, c'est-à-dire que, comme tout le monde le sait ici, en Israël, on travaille avec des coupotrolim qui sont financés par le Bitoach Leumi, donc par la sécurité sociale, qui a délégué aux 4 coupotrolim la gestion des malades. Donc, tout ce qui se passe en consultation, en suivi, c'est géré par les coupotrolim, et tout ce qui se passe en hospitalisation, comme la chirurgie ou les accouchements, c'est financé par le Bitoach Leumi via les coupotrolim qui payent les hôpitaux en fonction des accouchements qu'ils y envoient. Donc, du coup, on travaille pas de la même manière. Les médecins, ils répartissent leur activité entre différentes coupotrolim, des fois une, des fois plusieurs, et puis aussi entre l'hôpital pour ceux qui travaillent encore à l'hôpital, qui font de l'obstétrique ou bien de la chirurgie. Donc c'est mon cas.
Une fois que j'ai fait mon alliage, j'ai continué à travailler dans l'hôpital où j'ai fait mon stage d'observation, hein, c'est-à-dire à Lagnados, à Natania. Et donc, je continue à travailler en général entre une fois et deux fois par semaine à l'hôpital Lagnados, où je fais encore des gardes d'obstétrique et puis un peu de chirurgie si nécessaire. Voilà, voilà comment ça se passe. Alors, et parallèlement, je continue, je travaille dans deux Coupotrolim, à la Clalite, et puis depuis peu de temps aussi à la Méourédet, avec un petit peu moins de temps à la Méourédet, mais principalement je suis à la Clalite, où je travaille dans deux mirpaot différentes, à Natania. Et Où ça, à Natania? à la Clalite, je travaille dans l'unité principale le Merkaz à Briouth Aïcha, à Tom Lantos, au-dessus d'Ocherad. Et puis, j'ai aussi une activité dans une autre MIRPA qui est rue Petar Tikva, c'est à côté du Canyon Sharon. C'est en privé là-bas du coup. Non, là, c'est en public. Ok. C'est la Coupatrolim Clalite. Les patientes n'ont rien à payer. Elles doivent passer par le moquette pour pouvoir prendre rendez-vous. Mais ça, c'est en consultation publique. Et pour la Méourédet, j'ai une consultation une fois par semaine à Natania et une autre consultation à Ranana une fois par semaine. Là aussi, c'est en public, c'est la Coupatrolim. Et j'ai ajouté à ça une activité privée où je reçois les patientes qui ne sont pas dans ces Coupotrolim. Pour les Maccabi comme moi. Maccabi, par exemple, voilà. Et donc, j'ai un cabinet privé à Ranana. Très bien. Hein, on vient de déménager d'ailleurs, on vient d'ouvrir une autre clinique qui s'appelle Clinic for You. Et donc, c'est une clinique où on travaille en collaboration avec une physiothérapeute, une kinésithérapeute, une esthéticienne, et puis un orthopédiste avec qui on travaille ensemble. La physiothérapeute est spécialiste de la rééducation périnéale, elle faisait ça à Paris de manière très très professionnelle. C'est Karine Lichard. Si je dois lui faire de la pub, il n'y a pas. Faisons, elle est géniale. Elle travaille de manière exceptionnelle, donc voilà. Et voilà. Et donc je travaille aussi. J'ai ouvert récemment une autre consultation privée à Natania, juste en face du Canyon Sharon, où je consulte une fois par semaine pour recevoir les patientes qui peuvent pas faire le trajet jusqu'à Ranana. Magnifique, c'est hyper complet. Voilà, c'est assez prenant. La semaine est riche et complète, mais ça permet de poursuivre une activité que je faisais déjà avant en France et donc d'avoir une certaine diversité dans mon activité. Et donc en France, tu recevais pas les patientes en consultation, tu faisais que de l'hôpital? Alors oui. Il n'y avait pas ce suivi que tu avais avec les patients? Si, en France, la différence avec la France, justement, c'est que en France, on faisait des consultations de suivi, des consultations de chirurgie, enfin de gynéco-chirurgicale, de suivi de grossesse. Tout est payé par la Sécu en France, c'est centralisé. Donc, on pouvait avoir une activité de consultation dans l'hôpital. On avait un jour de consultation, enfin deux jours ou 3 jours de consultation, public ou privé. On avait un jour d'intervention chirurgicale et puis des jours de garde également. Donc, toute l'activité que je faisais là dans plusieurs endroits, c'était centralisé au sein du même hôpital. Ok, j'ai compris. Très bien. Alors, comme je t'ai dit, j'aimerais aujourd'hui qu'on fasse un questionnaire. J'ai préparé un questionnaire. J'aimerais qu'on fasse un questionnaire avec des questions vraies-faux. Un quiz. Un quiz. On va tester tes connaissances en tant que gynéco. Non, je plaisante. Non, j'ai envie il y a plein de filles qui se posent plein de questions pendant la grossesse. Il y a plein de choses qu'on sait pas si c'est vraiment autorisé, pas autorisé, qu'on peut se permettre, dans quelles limites, dans quelles mesures. Donc voilà. On est bon? Je suis prêt. Questionnaire? Ouais. Alors, très bien. Alors, j'ai envie de commencer par la première question qu'on m'a posée, enfin celle qui m'a, je sais pas, une qui m'a amusée. Est-ce qu'on peut manger de la dame route enceinte? Il y a plein de questions sur la nourriture, mais celle-là, elle m'a fait rire. C'est une excellente question qui aurait pu me surprendre, mais comme on l'a déjà posée en consultation et la première fois qu'on me l'a posée, j'ai été moi-même surpris et j'ai pas su répondre tout de suite. En fait, la dame route, non. Manifestement, c'est pas conseillé pendant la grossesse. Pourquoi? Parce que c'est des œufs de poisson qui sont fumés, qui sont pas cuits. Donc il y a toujours ce risque qu'on craint pendant une grossesse, c'est le risque d'attraper une bactérie qui s'appelle la listériose et qui est pas dangereuse en temps normal, mais qui peut être dangereuse pour les femmes enceintes. Ça peut générer des fausses couches ou des accouchements prématurés. Donc on préfère éviter de manger certaines choses. Alors la dame route en fait partie, effectivement. C'est une question purement
israélo-juive. Hein, là, Ah oui, non, mais clairement, là, on est en plein dedans. on rentre Mais c'est direct- pour ça qu'elle m'a autant amusée, parce que ils auraient pu demander le saumon fumé, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est au même degré que le saumon fumé, on peut pas se le permettre. Fumée, que la charcuterie, que les fromages crus, les fromages non stérilisés, tout ça, ce sont des aliments à risque d'avoir de la listériose. La listériose, c'est un germe tout à fait banal qui est dans beaucoup d'aliments, mais à un certain taux. Et lorsque dans une fromagerie, par exemple, cette bactérie se développe trop, ça contamine les fromages ou bien la charcuterie. Et dans ce cas-là, ben, ça va rendre malade les gens qui vont consommer. Alors en temps normal, ça fait comme une gastroentérite, donc c'est pas très très grave. Mais chez les nouveau-nés, chez les personnes âgées, les personnes fragiles et les femmes enceintes, ça entraîne ce genre de problème. Donc c'est pour ça qu'on déconseille aux patientes enceintes de manger ce genre d'aliments. Ok, très bien. Pour les fromages, par exemple, qu'est-ce qu'on peut pas manger? Ben, tous les fromages euh, pas les fromages à pâte molle, les fromages crus, les fromages au lait cru, qui sont pas Concrètement, c'est quoi? C'est tout ce qui va être genre camembert, c'est les fromages comme ça? voilà, le camembert. Alors, le camembert, je pense qu'on a le droit puisque c'est pasteurisé en fait. Donc, le risque de listériose est beaucoup moins important. C'est les fromages au lait cru qui sont pas cuits en fait, qui sont pas pasteurisés. Et là, il y en a très peu en Israël en fait. Donc, on est très peu concerné par les fromages, surtout les fromages cachers. Ils sont tous assez, on va Ils dire. sont un peu moins bons. Voilà, c'est ça. Pour les Français qui adorent le. Alors moi, Maintenant qu'on a fait chouva, voilà, mais mais moi j'aime pas le fromage de toute façon. J'ai habité en Normandie, mais j'aime que le fromage qui n'a pas le goût de fromage, c'est-à-dire la mimolette, le dinde, tout ça, cela. Donc je peux être enceinte et manger du fromage que j'aime. Mais bon, ça va pas, ça va être c'est le difficile. comble. Ok, très bien. Et donc la dame croûte, du coup, c'est pas ok. Donc ça rejoint plein de questions que j'ai reçues sur ça. Voilà, sushi, fromage cru, les œufs crus. Du coup, ça va avec. C'est le même problème pour les œufs. Oui, alors oui, Tout ce qui est mayonnaise, mousse au chocolat, tiramisu. il y a des choses pour moi qui sont un peu too much. Voilà. C'est-à-dire que voilà, les sushis, par exemple, bah, c'est du poisson cru, donc il y a ce risque de listeria. Alors je sais j'ai appris récemment que il y a certains restaurants qui proposent des sushis pour femmes enceintes. Oui, il y a un petit logo avec une. Alors, qu'est-ce que c'est-à-dire qu'ils proposent des sushis contaminés aux autres et des sushis non contaminés aux femmes enceintes, c'est bizarre. En fait, leur idée, si j'ai bien compris, c'est d'utiliser que des instruments séparés, qui sont pas contaminés par les autres. Alors, je sais pas comment ils peuvent savoir que le poisson qu'ils vont couper, il est pas Moi, contaminé. je pense que dedans, ils ont surtout juste mis pas de poisson ou du poisson cuit. C'est pour ça qu'ils disent qu'il est autorisé. Je suis pas sûre qu'ils. Bah, le sushi, c'est pas du poisson cuit. Donc, s'ils Non, font mais dans des... tous les restos de sushi, maintenant, il y en a des végétariens, il y en a des. Oui, mais oui, peut-être. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est qu'ils séparent, parce que ça peut être contaminé par le couteau qui va couper le sushi, même s'il a coupé un poisson cru qui est contaminé, même si on l'utilise pour un autre poisson qui est pas contaminé, on va le contaminer avec le couteau. Donc l'idée, c'est que les ustensiles sont séparés et sont mieux surveillés ou mieux nettoyés. Je sais pas exactement. Il faut rester vigilant. Il faut rester vigilant, c'est toujours difficile de faire confiance. Donc, en gros, on dit il vaut mieux pas les manger. Alors, par rapport aux œufs crus, alors la mayonnaise, par exemple, pour venir sur la mayonnaise, ce qui est préconisé, la mayonnaise, c'est un aliment un peu à risque parce qu'il y a des risques d'attraper la listeria. Le souci, alors ce qui est autorisé, c'est la mayonnaise industrielle, faite dans des pots. On sait que ceux-là, ils sont hyper surveillés. C'est toujours conservé, c'est fermé, c'est pasteurisé. Donc, tant que c'est fermé, ça reste consommable. Une fois qu'on est mis, si c'est conservé au frigo, ça pose moins de problèmes que la mayonnaise qu'on va faire nous-mêmes, qu'on va utiliser des œufs. Des œufs, on ne sait pas la chaîne du froid s'il a été respectée. Il y a plein de choses qui font qu'on peut. Voilà, il y a trop de facteurs qui font que on déconseille la mayonnaise maison. C'est un peu l'inverse de ce qu'on pense parce qu'on dit on le fait. Ouais, c'est plus sain. Il y a plus de risque de se contaminer avec quelque chose qu'on fait maison que quelque chose qu'on a acheté. Donc c'est moins bon, mais c'est autorisé la mayonnaise. Les œufs crus, c'est toujours le problème, les œufs crus. Ouais, un œuf au plat. Mes belles-filles ne mangent pas de mousse au chocolat. Waouh, mais avant on faisait pas ça, on interdisait pas aux femmes enceintes de manger de la mousse au chocolat. Bon, c'est sûr, c'est fait avec des œufs battus, c'est des œufs crus. Et là maintenant, on en arrive
à éviter plein. Ah oui, enceinte, on peut plus rien manger. Ça devient très très. C'est restreint. Alors, je sais pas quelle est la part scientifique ou non. Donc voilà, on va pas obliger une femme enceinte à manger de la mousse au chocolat, mais c'est des choses quand même qu'on se prive de beaucoup de choses. Donc il y a des choses où c'est démontré scientifiquement, d'autres où ça l'est un petit peu moins. Ok, très bien. Et il y a autre chose, moi, qu'on m'avait dit, je suis en train d'y penser, c'était pas dans les questions, mais pour ma première grossesse, il y a une gynéco qui m'a dit de faire hyper attention à tous les fruits et légumes, de bien les laver. Oui. Alors ça Euh, c'est surtout. c'est un truc qu'on n'entend pas souvent. Alors, ça fait partie des recommandations en général. Alors, pendant les grossesses, alors en France, on donnait plein de feuilles sur la toxoplasmose, sur la listerio, justement. Il y avait toute une série de données qu'on donnait. Ici, en Israël aussi, tout est en hébreu, on donne aussi des infos. Les Pas fruits et chez les moi, hein. légumes, c'est pour. J'en ai jamais reçu. Oui, mais en fait, c'est dans des liasses. Je vois, par exemple, à la Mouredette, dès qu'on coche femme enceinte, il y a 10 pages qui s'impriment. Et tout en hébreu, compact. Il faut être Ouais. Impossible à avaler, quoi. vraiment motivé pour pouvoir tout lire. Et parmi ces fiches-là, on parle aussi de la toxoplasmose. La toxoplasmose, c'est pas du tout une bactérie, c'est un parasite qu'on attrape facilement aussi via la viande pas assez cuite, la viande crue. Il faut savoir que le toxoplasme, c'est un parasite qui est véhiculé par les déjections des chats, principalement, d'accord? Et ces déjections des chats vont souiller toute la nature, c'est-à-dire qu'elles vont souiller l'herbe, que vont brouter nos vaches, et donc les vaches, elles attrapent la toxoplasmose, et le toxoplasme s'enquiste dans les muscles. Et les muscles, c'est ce qu'on mange. C'est les beefsteaks. Et les toxoplasmes qui sont là, ils sont en sommeil dans nos beefsteaks. Et le fait de les congeler, ça les tue pas. Donc la viande congelée, elle peut être contaminée. Et la seule chose qui les. Tu vois, souvent, la toxoplasmose, peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai hâte de savoir ce qu'elles vont dire ici, mais souvent, la toxoplasmose, c'est associé au poisson cru. Non, Tu vois, il y a un amalgame complet. voilà, il y a un amalgame parce que ça ressemble l'hystériose, toxoplasmose. Le poisson cru, c'est la listériose. D'accord. Il n'y a pas de toxoplasmose chez les poissons. Et donc, la toxoplasmose, elle s'attrape via la viande qu'on va pas assez cuire. C'est pour ça qu'on dit toujours de bien cuire la viande, d'éviter les carpaccio, tout ça, parce que il y a des risques de contamination. Donc, carpaccio, décongelé, on peut pas. Non, on peut pas parce que s'il y a du toxoplasme dedans, on risque de l'attraper. Et aussi, ben, en fait, il y en a aussi dans la terre, il y en a partout, du toxoplasme. Donc, tous les fruits et les légumes peuvent être contaminés. C'est pour ça qu'on conseille de bien laver les fruits et les légumes avant de les consommer. Voilà, de bien se laver les mains quand on cuisine, tout ça, pour éviter de se l'attraper. Tu Voilà. estimes qu'il y a un risque de manger au restaurant une salade? Bah, ça dépend quel restaurant. Mais on peut pas rentrer en cuisine vérifier l'hygiène. Exactement, mais je veux dire, on part du principe qu'un restaurant, il y a quand même il y a des contrôles, que la plupart des restaurants, hygiéniquement parlant, ils n'ont pas intérêt à ne pas être. La plupart des restaurants, ils lavent pas super bien, hein, les fruits et légumes. J'ai travaillé à un moment donné de ma vie en restauration, c'est pas. On n'a pas confiance de manger au restaurant, il vaut mieux pas y manger. Voilà. Mais c'est vrai que normalement, ce sont les consignes. Alors après, il faut savoir aussi que la toxoplasmose, il y a beaucoup de patientes qui l'ont déjà attrapée. D'accord? Donc là, du coup, Qui sont immunisés. ils sont immunisés. L'avantage de la toxoplasmose, c'est que quand on l'attrape une fois, on l'attrape pas une deuxième fois. Donc celles qui sont déjà immunisées, il y a moins de risques. Mais du coup, elles peuvent pas manger de poisson cru. Non, à Et cause. c'est pour ça que je te disais ça, parce qu'il y en a qui disent, bah, moi, je suis immunisée, je peux manger le poisson, je peux manger les œufs, je peux manger tout ce que je veux, mais du coup, rien à voir. Par La un autre. toxo, c'est uniquement la viande et les fruits et légumes. Ouais. Et puis les déjections des chats, c'est-à-dire que si on a des chats, faut pas forcément s'en débarrasser sous prétexte qu'on est enceinte, mais au moins ne pas changer leur litière. On peut les toucher, mais éviter de se contaminer. Voilà. Et la toxoplasmose, pourquoi on s'en inquiète? Parce que ça peut donner des malformations du bébé. Si on a la malchance de l'attraper en début de grossesse, ça donne des malformations qui peuvent être graves. Ok. Peu importe à quel stade. Si en fin de grossesse, c'est moins grave. Le risque est moins important. Et c'est pour ça qu'on surveille surtout au début de la grossesse jusqu'à 25 semaines et on vérifie qu'on l'a pas attrapé. Cela dit, alors je parle de la toxoplasmose. Autant en France, j'ai vu plein de cas de toxoplasmose qu'il faut prendre en charge. On n'arrête pas forcément une grossesse si on attrape la toxoplasmose, mais on va entraîner des traitements particuliers, une surveillance échographique plus importante. Et si on a des grosses malformations, ça peut arriver à l'interruption de grossesse. Donc c'est quand même quelque chose de sévère. Autant en France, j'en ai vu un certain nombre, autant en Israël, j'en ai jamais vu. Jamais? Non.
alors qu'il y a plein de chats partout dans les rues. J'ai jamais vu de Mais c'est fou. séroplasmose. Et voilà, il y en a même qui disent ça sert à rien de la rechercher. Voilà. Mais non, ça fait partie quand même des recommandations. Ok, c'est bon à savoir. Ouais, voilà. Mais C'est mon expérience personnelle, mais c'est ouais, vrai que j'ai pas, par rapport à la France, je trouve qu'il y a beaucoup moins de incroyable. patientes que Ce serait intéressant de creuser pourquoi. on sait pas pourquoi. Ok, bon, on va passer à la question suivante. Du coup, toujours un peu dans le même esprit, est-ce qu'on peut boire de l'alcool ou est-ce que c'est tolérance zéro? Tolérance zéro. En général, moi, j'essaie d'être relativement coulant sur certaines choses, mais l'alcool, c'est tolérance zéro. Il y a 25 ou 30 ans, effectivement, on disait, ah, on n'est pas un verre de vin près, c'est pas grave, c'est J'allais poser la question sur le vin parce qu'il y en a plein qui disent l'alcool non, par contre un verre de vin rouge qui c'est douche, oui, c'est autorisé. ça. Non, même pas, voilà, on passe une petite soirée, on peut se prendre un petit verre de vin. Non, 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 c'est pas autorisé. Pourquoi? C'est vrai qu'on se dit, quel effet néfaste ça peut donner par rapport au bébé? Eh bien, on n'en sait rien, parce que l'alcool passe directement le placenta, va chez le bébé. D'accord? Et quand ça va chez le bébé, ben, on connaît pas l'impact que ça va donner. Alors, on connaît bien l'impact de l'alcool chronique, une patiente qui est alcoolique, qui va boire 1 litre de vin par jour ou 1 litre de whisky par jour, eh bien, il y a des syndromes d'alcoolisation fétale, ça donne des malformations du bébé. On peut voir, ça donne et avec des troubles sévères, des retards de croissance, des retards, ça peut être des choses très graves. Ça, c'est l'alcoolisme qui est rare quand même chez la femme enceinte. Ça existe, mais c'est beaucoup plus rare. Là, on parle d'un verre de vin au cours de la grossesse, comme ça. Eh bien, on n'a pas du tout on connaît pas l'impact que ça donne par rapport au bébé. On sait que le bébé il reçoit et on soupçonne qu'il puisse y avoir des retentissements sur certains troubles qui sont très difficiles à individualiser parce que ça arrive 10 ans ou 15 ans après la naissance. Les troubles de l'apprentissage, les troubles de l'attention, tous les troubles pour lesquels il y a une grande partie de patients qui sont sous Ritaline parce qu'il y a des troubles de la concentration, des troubles, eh bien, On pense que ça peut être lié à l'alcool. pourrait, en fait, mais c'est impossible de faire des études sur des milliers de patientes pendant 20 ans pour savoir si cette patiente-là qui a bu à un moment donné un verre d'alcool à tel terme de grossesse, si c'est Quelle quantité elle en a bu, etc. Ouais, parce que c'est aussi multifactoriel. Et donc l'alcool est soupçonné de donner des troubles de l'attention, des troubles de l'apprentissage. Et donc, il est interdit de prendre de l'alcool pendant la grossesse. Voilà. Ce qu'on dit, c'est que le bébé, il n'a pas commandé de cocktail, hein, donc il n'a pas envie d'en recevoir. Voilà. Donc c'est vrai que c'est déconseillé, c'est fortement déconseillé. Alors, dans l'autre extrême, j'ai souvent des patientes qui viennent me voir et qui disent voilà, oh, je suis enceinte de quelques jours et puis je savais pas la semaine dernière, j'ai bu un verre d'alcool. classique. Voilà, c'est le truc classique. Bon, je dis bon, c'est bon, ce qui est fait est fait, on va pas se stresser pour autant. Maintenant qu'on sait que vous êtes enceinte, on prend pas plus un verre d'alcool, plus rien, toute la grossesse, même la bière, on dit que c'est déconseillé. On sait pas, en fait, il y a aussi un problème avec l'alcool, c'est que ça, c'est un problème que chacun d'entre nous a vécu. Pour le même verre de vin, eh bien, on va pas avoir la même réaction. Il y en a, nous, on a bu un verre de vin, on est tout gai. Oui, comme on dit, il y en a qui tiennent l'alcool, il y en a qui tiennent non. Alors, il faut 5 verres pour avoir le même degré de gaieté. Mais on va pas tous l'absorber de la même manière. Voilà, donc l'alcool, la même quantité absorbée, l'alcoolémie, elle diffère, et ça on le voit hein, dans les contrôles routiers, il y a des patients qui sont plus réceptifs. Et les bébés c'est pareil, et donc si on sait pas quel impact ça a pendant combien de temps. Donc c'est pour ça qu'on déconseille. C'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est pas jamais indiqué médicalement, donc on déconseille de boire de l'alcool pendant les grossesses. Ok, j'ai une question, un petit aparté. Un petit aparté, mais parce que vraiment ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu dis? Ça n'a rien à voir avec la grossesse, là on part sur l'accouchement. Les autres, je vous promets qu'elles seront sur la grossesse. Mais qu'est-ce que tu dis d'un verre de vin avant d'accoucher? Je t'expliquerai après pourquoi je pose la question. Je préfère une péridurale quand même. Hein, mais bon. Non, une maman qui est un peu stressée avant de partir à l'hôpital, etc. J'ai entendu aussi parler de boire un verre de champagne avant d'accoucher. Et que les bulles, elles auraient un effet qui pourrait aider le travail. On ne sait pas quel effet ça a sur le bébé juste avant de naître s'il reçoit de l'alcool.
Lui, il a rien. Il faut savoir que le bébé, il a rien demandé. Donc lui, il va recevoir une bouffée d'alcool quelques minutes ou quelques heures avant son accouchement. Quel impact ça a? Peut-être que ça n'a aucun impact, mais on n'en sait rien. Non, c'est rien. Dans le doute, on préfère. Écoute, moi, je me souviens, alors, ça fait longtemps, j'étais encore interne et je faisais des remplacements dans une clinique à côté du Mans, en France. C'est une clinique privée, hein. Et puis, c'était super marrant parce que à chaque accouchement, eh bien, la clinique, elle offrait une demi-bouteille de champagne Ah, aux patients. ok. Ils avaient le droit, le jour de leur accouchement, une demi-bouteille. Mais pendant l'accouchement ou pour après, pour fêter la naissance? Après, pour fêter la Ah, naissance. ok. Mais C'est c'était mignon. marrant, quoi. C'est mignon. Et tu dis, ah, c'est super sympa. Mais en fait, non, parce que les patients de Calette, Ils sont bah, dans la merde. mais on disait c'était pas grave. À l'époque, c'était, C'est pour la symbolique aussi. bien sûr. Mais même en rêve, ça existe, de nos jours, on est dans jamais on va offrir. Et puis c'est cruel. Ce serait absurde. C'est aussi cruel. On va offrir une bouteille de champagne à une patiente qui peut pas la boire. C'est de la torture. Déjà qu'elle a attendu 9 mois et en plus elle continue à avoir Tout l'entourage, il va pouvoir boire à sa santé, mais pas la patiente. C'est moyen aussi. Mazel tov, hein, mais sans toi. C'est vraiment ça. Ok, donc l'alcool, non, pas de problème. Je continue sur ma lancée. La cigarette. Qu'est-ce qu'il en est de la cigarette? Alors la cigarette, c'est un petit peu Et on continuera aussi par le cannabis. ouais, le cannabis. C'est les questions qu'on se pose. La cigarette. Alors j'ai fait pas mal de fiches sur mon site internet qui concernent tabac et grossesse. Il y a même cannabis et grossesse. Tout ce que ça. C'est hyper intéressant pour celles qui veulent des détails, etc. d'aller. Il y a sur ma page Facebook et puis sur mon site internet où il y a toutes les publications que j'ai faites. C'est juste pour donner des informations. C'est intéressant et ça correspond à ce que je vais dire. Alors par rapport au tabac, il faut savoir que c'est déconseillé évidemment. C'est de fumer Bien pendant la sûr. grossesse, c'est déconseillé. Maintenant, on n'est pas aussi, on va dire, extrémiste qu'avec l'alcool. C'est-à-dire que la cigarette, c'est rempli de plein de cochonneries, dont la nicotine, mais il y a du goudron, il y a pas mal de métaux lourds, il y a plein de choses qui vont chez le bébé. D'accord? La nicotine, elle va chez le bébé. Et donc, quelqu'un qui fume un certain nombre de cigarettes, au moins 10 par jour, ça, le taux de monoxyde de carbone qu'elle a dans son sang, il traverse 10 fois le placenta. Ok. Donc le bébé reçoit ça. En fait, le bébé fume grâce à la maman, mais le bébé n'a rien demandé. D'accord? C'est Donc, clairement comme si qu'il fumait. ouais. Oui, parce que alors, pas autant, parce qu'il y a certaines substances qui passent pas, mais en tout cas, le monoxyde de carbone, c'est ce qui intoxique le bébé. Vous savez, le monoxyde de carbone, quand lors d'un incendie, on est intoxiqué, et ben, c'est ça. Ben, c'est ce qu'il y a dans la Ah, cigarette. c'est ça qui sort de la fumée et qui fait que les. Voilà. Et donc ça passe dans le sang. Et il y a des appareils pour mesurer le monoxyde de carbone dans le sang après avoir fumé. Et on s'est aperçu que, eh bien, ça passe directement le placenta. Et donc, il y a un taux qui passe, qui est aussi variable selon chaque individu, et ce taux, ce monoxyde de carbone, il va empêcher le bébé de se développer, il peut entraîner des retards de croissance intra-utérins, il peut entraîner des décollements placentaires, il peut entraîner des placentas qui se placent mal, qui se placent trop bas. Il y a plus de risque de complications chez une C'est des patiente. complications sérieuses en plus. Ah. Et la principale, celle qu'on connaît mieux, c'est le retard de croissance intra-utérin. Une patiente qui fume un paquet par jour, elle a plus de risque de faire un bébé trop petit pour l'âge, qui risque de pas bien se développer, et donc ça peut être ennuyeux. Alors, attends, excuse-moi, je me permets, mais parce que vraiment, je suis en train de me poser une question. Tu dis que l'alcool, c'est tolérance zéro, mais ce qu'on pense du risque de l'alcool, c'est un risque peut-être dans 15 ans, on n'est pas sûr qu'il aura un retard d'apprentissage. Ouais. Mais du coup, on l'autorise pas du tout à cause de ça. Mais la cigarette, on l'autorise un petit peu. On l'autorise pas. Non, mais on est plus. T'as l'air, en tout cas, d'être plus tolérant. T'as dit jusqu'à un certain nombre. On déconseille. Les conséquences sont quand même vachement plus lourdes. Oui et non. C'est-à-dire les conséquences quand on fume un paquet par jour, les conséquences sont lourdes. D'accord? Maintenant, quand on fume 2 cigarettes par jour, le risque, il est quand même moins important. Mais je mets des nuances là-dessus. En France, j'avais un appareil qui mesurait le monoxyde de carbone.
on soufflait, la patiente soufflait. À chaque patiente qui fumait ou qui était victime de tabagisme passif, je disais souffle là-dedans. Elle soufflait et j'avais un taux. Et il y a des patientes qui, par exemple, fumaient un paquet par jour avant la grossesse et elles me disent non, mais c'est bon, j'ai diminué à 10 ou j'ai diminué à 5 cigarettes par jour. Ça va bien. D'accord, sauf quand même. Ok. Et elle avait le même taux que quand elle fumait un paquet. Quoi? Pourquoi? Ben parce que chaque cigarette, elle était exploitée au maximum, elle tirait, et résultat, le monoxyde de C'est carbone. pas vrai. Donc c'est pour ça que c'est plus difficile de savoir quelle est la dose qui va impacter. Celle qui vapote comme ça, elle va dire, le taux de monoxyde de carbone va pas être très important. Et voilà. Mais il faut savoir qui passe le placenta. Et donc, on connaît pas le degré de réception. Des patientes qui fument, qui vont fumer une soirée, une cigarette, il va pas y avoir vraiment de conséquences parce que c'est ras de permis. Et là, il n'y a pas de démonstration que fumer une cigarette, Il n'y a pas un lien direct sur le. voilà. Alors que l'alcool, oui, on soupçonne que oui. D'accord? J'ai compris. Voilà. Donc, le taux de monoxyde de carbone, c'est quelque chose, quand c'est chronique, c'est plutôt embêtant. Voilà. Ok. Donc, c'est pour Du ça qu'on est coup, combien tu dirais maximum qui serait autorisé? Ou alors toi, tu conseillerais 0,0? zéro, parce que justement, pour la raison que je viens de dire, c'est que il y a des personnes qui vont fumer, elles vont croire qu'elles fument moins, mais elles vont tellement tirer sur leur cigarette, en profiter qu'elles vont s'intoxiquer de la même manière que si elles fumaient 20 cigarettes par jour de manière rapide comme elles faisaient avant. Donc, c'est vrai que c'est difficile de... Alors après, de là à dire, bon, bah, puisque tu fumes 3, tu peux fumer 20, non, on va dire c'est sûrement mieux de diminuer, Et ce sera mieux dans tous les cas. probablement mieux que de diminuer, mais c'est encore mieux d'arrêter. Voilà. Parce que même pour le risque cardiovasculaire, il y en a qui disent, bon, bah, ça fait 10 ans que je fume. C'est vrai que le risque en soi, le risque d'infarctus, d'embolie pulmonaire, tout ça, il existe. Il existe même après l'arrêt du tabac pour la patiente elle-même, parce que les vaisseaux reviennent pas à la normale. Ça leur met 10 ans à revenir à la normale pour les grandes fumeuses. Donc, par contre, pour le bébé, le monoxyde de carbone, c'est du jour au lendemain. Dès qu'on arrête, ça passe plus dans le sang, ça passe plus chez le bébé. Donc, on conseille d'arrêter. Voilà. Ok, très bien. Après, il y en a qui arrivent pas. Euh, il y en a qui disent, bah non, j'arriverai pas comme ça fait trop longtemps que je fume. On peut utiliser les patchs, on peut utiliser les substituts nicotiniques. Au moins, ça donne la nicotine, mais ça donne pas toutes les cochonneries qu'il y a. Tu vois, c'est une bonne question que je suis en train de penser, qui n'était pas dans les questions. Mais du coup, il en est quoi de la cigarette électronique? Une qui galère à arrêter et qui voudrait passer à la cigarette électronique. Alors, la cigarette électronique, c'est un petit peu mieux que la cigarette, il y a moins de cochonneries dedans. Mais il y a quand même, tout dépend ce qu'on y met dedans aussi. Voilà. On peut tout mettre dans la cigarette. Il y a du monoxyde de carbone dedans? Oui, mais moins. Ok. Moins. Et puis, il y a de la nicotine. Je crois qu'on peut faire 100. Je sais pas, On je peut fais faire pas ça, ça. mais je C'est pour crois ça qu'on que je peut dis, faire 100, ouais. ça dépend ce qu'on met dedans. Et au moins, ça garde un peu le geste, le kiff. Voilà. Donc après, ce qui est le pire qu'on puisse faire, c'est passer à la cigarette électronique, fumer autant en cigarette électronique, et puis rajouter en plus de cigarettes. Il y en a qui n'arrivent pas à arrêter complètement. Elles fument Et quelques le vice cigarettes. de la cigarette électronique, c'est du coup, tu vapotes toute la journée parce que tu peux On tout est le à temps. s'intoxique quand même de manière importante aussi. Donc c'est pas non plus à conseiller, mais on va dire que c'est quand même mieux que la cigarette tout court. Voilà. Et pour le cannabis, bon, j'anticipe. Bah ouais, c'était très bien, c'était la suite. Parce que ça va avec, en fait. Le cannabis, il faut savoir que on connaît pas trop l'impact que ça donne par rapport à l'intoxication. Mais le cannabis, pourquoi? Parce qu'il est mélangé à du tabac. Donc, on s'intoxique à peu près de la même manière. Ok. Donc, c'est vrai que, alors, ça donne pas de malformation, d'accord? Le cannabis, là, faut rassurer les patientes qui fument du cannabis, même celles qui fument beaucoup. Bon, il y a une dépendance, mais par rapport au bébé, c'est pas censé donner des malformations. Ok. Donc, on va craindre le tabac qu'il y a dans le joint, mais pas le cannabis en lui-même. Voilà, le cannabis, bah, ça crée une dépendance, mais ça peut, si c'est pareil que la cigarette, le fait de fumer ça, eh bien, ça va entraîner une intoxication du bébé. De la même manière, ça va donner des retards de croissance intra-utérins. Et voilà. Donc, c'est pas ni mieux ni pire de fumer du cannabis. Après, c'est surtout embêtant parce que, une femme qui fume du cannabis, il y a aussi un problème quelque part. Pourquoi elle fume? Je pense aussi, il y en a certaines, je pense à des personnes en particulier, il y en a certaines qui fument énormément après une maladie, quelque chose comme ça, et que du coup,
elles ont eu une grossesse après et qu'elles continuent à fumer. Oui, c'est ça. Donc, bon, Tu vois, il y voilà. a des cas particuliers. Sur les cas particuliers, le fait, je ne devrais pas dire ça, mais il y a peut-être moins d'impact de fumer un joint de temps en temps que de fumer 20 cigarettes par jour tous les jours. Tu vois, elle va être surprenante cette réponse. Oui, c'est surprenant, mais en pratique, on déconseille. Non, parce que j'ai entendu aussi que comme quand tu fumes un joint, c'est une cigarette qui est roulée. Du coup, il n'y a pas toutes les pourritures qu'il y a dans une cigarette de paquet. Oui, mais dans la cigarette Il y a roulée, il y a du absolument. tabac. Tout dépend ce qu'on utilise aussi comme tabac dans la cigarette roulée. Ouais, j'imagine. C'est pareil. Donc c'est là aussi, il y a peut-être moins de cochonneries, mais il y en a quand même. Ça doit pas faire du bien au bébé. Voilà. Alors après, si ça fait du bien à la maman, bon, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si j'ai des patientes qui fument 10, 20 joints par jour, bah forcément, ça a un impact sur le bébé. Voilà. La question, c'est si on en a fumé une fois lors d'une fête, est-ce qu'il y a un impact important? La réponse est probablement pas. Ok. Voilà. Très bien. Ouais, faut se déculpabiliser un petit peu s'il y a eu des petits écarts. Alors, sans encourager, on dit que voilà, faut pas non plus. Non, non, bien sûr, sans encourager, mais essayer de comprendre un petit peu dans quelles limites on peut faire les choses. Ok. Bon, je passe à des choses un peu plus calmes parce que là, du coup, j'ai parti en mode rebelle. On va parler du sport. Est-ce qu'on Ouais. peut faire du sport pendant la grossesse? Ah oui, non seulement pour en faire, mais c'est conseillé. Conseillé. Ah oui, c'est conseillé de faire du sport. Alors, pourquoi c'est conseillé? Ben parce que ça améliore le bien-être, ça améliore en fait le vécu personnel. Par contre, ce qui n'est pas conseillé, c'est de commencer un sport nouveau. C'est-à-dire quand on n'a jamais fait de cheval, par exemple, ben, c'est pas un bon plan de commencer de cheval ou aller faire du ski alors qu'on va se casser la figure. Tous les sports avec violence, faut les éviter quand même. Donc là, récemment, j'ai une patiente qui me dit je peux faire du sport. Je lui dis oui, quel sport? La boxe. Je dis bah non. C'était des bonnes idées. Non, la boxe, non. Ah, mais si, mais je m'entraîne avec le punching ball. Ah, bon, alors, ok. Oui, elle risque pas de prendre un coup. Punching ball, il répond pas, tout va bien. Voilà, mais tous les sports qui entraînent un risque de violence, un risque de choc sur le ventre, ils sont contre-indiqués. Alors, je dis pas qu'on peut pas aller skier si on est enceinte ou qu'on peut pas faire du cheval. Simplement, on peut le faire que si on est habitué. C'est-à-dire que celle qui va débuter au ski, qui va se casser la figure tous les trois tournants, forcément que on va lui dire reste tranquille, hein, va à la neige si tu veux, mais va pas skier, d'accord? Pareil pour celle qui va apprendre à faire de cheval, si elle tombe de cheval, c'est pas un très bon plan de tomber du cheval enceinte. Celle qui est professionnelle, qui fait du cheval, qui fait ça de manière avec un risque très minime, pourquoi pas, d'accord? Voilà, donc c'est des choses. Le sport, c'est quelque chose de vraiment conseillé. La plupart du temps, elles font de la gym, du pilates, des choses. Il faut le faire, pas forcément de manière intensive. Il faut savoir écouter son corps. D'accord. En début de grossesse, il n'y a pas de problème. En milieu et en fin de grossesse, c'est chaque patiente qui doit sentir. La plupart des patientes qui font déjà du sport, elles sont heureuses de continuer à en faire. Voilà. Après, s'il y a on parle de grossesse normale, celle qui va avoir des contractions, qui va avoir une menace d'accouchement prématuré, des saignements, là, on va lui dire stop. Bien sûr, repos total. Provisoirement, le temps que les choses se calment. Mais on parle d'une grossesse normale. Contrairement aux idées reçues, elles peuvent faire du sport. Très bien. Ah, parce qu'il y en a plein qui disent si t'as pas commencé à faire du sport avant la grossesse, t'as pas le droit de commencer enceinte. Mais on est d'accord que c'est conseillé même de commencer enceinte pour avoir une bonne activité. Pas conseillé de commencer un sport. Ah, ok. J'aurais pensé, tu vois. Non, non. Si on n'a pas l'habitude d'en faire, c'est pas le moment pour débuter quelque chose. C'est le moment pour continuer. Alors après, on appelle sport. Il y a des patientes qui font effectivement pas sport et qui ont envie de commencer. Ok, dans ce cas. Même pour limiter la prise de poids pendant la grossesse, il y en a qui Dans ce cas-là, on va faire des sports doux, c'est-à-dire de la marche rapide éventuellement, des choses qui sont pas violentes, qui vont pas nous exténuer. Parce qu'il faut savoir, pendant la grossesse, il y a des hormones, on est plus fatigué, Ah bon? on a des changements internes dans le corps qui font qu'on perçoit différemment les choses. Si on rajoute un effort physique qu'on n'a pas l'habitude de faire, eh ben on se met dans une situation plutôt inverse, d'inconfort. D'accord. Donc, on peut, si on n'a jamais fait de sport et qu'on veut être un peu plus active, bah, dans l'eau,
La piscine, c'est quelque chose de doux. Les efforts sont beaucoup moins intenses quand on est dans l'eau. La marche rapide, c'est quelque chose qu'on peut contrôler facilement, plutôt que de commencer du foot ou des choses. J'attends de voir une femme enceinte qui commence à faire du foot, mais pourquoi pas au moins J'ai tout vu. Ok, super. Alors, question suivante. Est-ce que prendre l'avion, c'est dangereux? Et jusqu'à quel stade on peut voyager? Alors, c'est pas dangereux. On peut voyager, heureusement, d'accord. C'est ce que je dis tout le temps. La grossesse, c'est pas une maladie, d'accord. Donc, on doit pouvoir avoir une activité la plus normale possible, que ça soit pour le sport, pour les voyages, à condition que la grossesse passe bien. On parle, là, on élimine toutes les zones pathologiques. C'est-à-dire, une grossesse qui se déroule normalement, il n'y a pas de raison de ne pas voyager, d'accord. L'avion, Ça peut déclencher des contractions? non. L'avion, ça déclenche pas de contraction. Il y a une différence de pression atmosphérique qui diminue un petit peu dans l'avion, mais ça n'a pas d'impact pour le bébé. Ça n'entraîne pas directement de problème par rapport au bébé. Ok. D'accord? Donc, les seuls problèmes que ça entraîne, l'avion, ce sont des risques pour la maman. D'accord? Quels sont les risques pour la maman? Principalement, c'est les risques de faire des phlébites, d'embolie pulmonaire ou de phlébites. Il faut savoir que la grossesse en soi, c'est déjà il y a un risque accru de phlébite, de maladies. Tu peux expliquer ce que c'est en 2 mots? Une phlébite, c'est un caillot qui va, comme le sang circule plus difficilement pendant les grossesses et avec un mauvais retour veineux, on peut plus facilement faire des caillots dans les veines et entraîner des phlébites qui peuvent dégénérer en embolie pulmonaire. Donc ça peut être gravissime. Ça, le fait d'être enceinte, c'est déjà un facteur de risque. Heureusement, toutes les femmes enceintes ne font pas. Bien sûr. Mais c'est un facteur de risque qui peut être surajouté à d'autres s'il y a un excès de poids, s'il y a d'autres choses. Et un voyage long, comme on va rester immobile pendant un certain temps, en voyage court, il y a très peu de risques. C'est quoi que t'appelles court et long? 4 heures. Ok, donc on peut aller à Paris. Voilà, pour aller à Paris, c'est un voyage relativement court. Voilà, pour aller en Thaïlande ou pour aller à l'autre bout de la Terre, c'est un voyage de 12 heures. On va rester assis dans une position relativement limité dans un avion et avec un plus grand risque de phlébite. Donc, il y a des conseils. On déconseille les voyages longs, mais on les interdit pas. Si on fait un voyage en avion alors qu'on est enceinte, surtout quand on est dans une grossesse avancée, on va demander, il y a certains exercices à faire assis, de faire des mouvements des pieds, de se lever toutes les demi-heures, de faire Pour faire circuler ça, en fait. pour faire circuler le sang, pour diminuer le risque, d'accord? Donc c'est quelque chose de faisable, mais il faut pas qu'il y ait d'autres facteurs de risque. S'il y a des contractions à l'avance ou une menace d'accouchement prématuré, on va dire restez tranquille, ne prenez pas l'avion. Voilà. Quels sont les facteurs limitants? Ce sont les compagnies aériennes. Leur seule crainte, c'est qu'on accouche dans l'avion. C'est compliqué d'accoucher dans l'avion. Donc, au-delà d'un certain terme, les compagnies, même si tout va bien, elles vont refuser l'embarquement des patientes enceintes. Alors, ça dépend des compagnies. Chaque compagnie, elle a ses propres termes. En général, c'est 32, 34 semaines d'aménorrhée. À partir de 7-8 mois, en général, elles refusent d'embarquer. Mais c'est pas parce qu'il y a un risque de prendre l'avion Non, d'accoucher dans l'avion. C'est juste parce que au cas où l'accouchement se déclencherait par hasard à ce moment-là. exactement. Ok, d'accord. C'est surtout à cause de ça. Et c'est aussi pour ça qu'ils demandent aussi, la plupart des compagnies demandent un certificat médical, comme quoi, alors en général, moi je fais un certificat comme quoi la grossesse se passe normalement. Je peux pas dire il y a aucun risque, il y a toujours des risques, mais le risque il est comme chez tout le monde. Donc ils demandent un certificat médical pour pouvoir embarquer dans l'avion. Mais au-delà d'un certain terme, même après, même si je fais un certificat médical, si je dis, il demande le terme de grossesse, d'accord? Et moi, je vais jamais mentir. C'est-à-dire, sans qu'elle est à 32 semaines, si elle est à 34. Donc, au-delà de 34 semaines, ils embarquent pas. Avec Elal, je crois que le terme, la limite, c'est 34 semaines. Faut penser au retour. Oui, faut pas. Ouais, c'est pas que l'aller. Après, si tu peux pas revenir, c'est con. Je reviens dans une semaine, à 35, vous restez là où vous êtes. Donc, c'est aussi le problème. Le voyage en avion, c'est aussi le problème de là où on va. C'est pas seulement le problème de l'embarquement. Il y a le problème de l'embarquement pour pouvoir ne pas être refoulé à l'aéroport, mais il y a le problème de là où on va. Là où on va aller, si c'est dans un pays un peu exotique, faut savoir que
quel que soit l'endroit où on va, à partir d'un certain temps, il y a toujours un risque de complication. Il faut savoir où on atterrit si on doit avoir un Si on accouchement, doit accoucher prématurément ou s'il y a quelque chose, ouais. dans quelle Il y a un situation. bon service médical. Voilà, c'est ça. Donc et puis il y a des endroits, des zones, il y a des pays où il faut lutter contre le paludisme, il faut prendre des médicaments, il faut faire des vaccins qui sont contre-indiqués pendant la grossesse. Il y a pas mal d'arguments, donc ça dépend où on va aussi. Ok. Voilà. Mais en soi, l'avion n'est pas une contre-indication. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Ok, alors j'ai encore une ou deux questions. Se faire masser pendant la grossesse, c'est ok? Oui, avec quelques restrictions quand même. C'est-à-dire que si ça doit faire du bien à la maman, pourquoi pas, d'accord? Il y a certaines choses qu'il faut éviter. Alors, déjà, trouver le bon masseur ou le bon kiné, parce que tous les kinés n'ont pas l'habitude des femmes enceintes. Donc, il faut qu'ils aient quand même une certaine connaissance de points à éviter. Il y a par exemple, des points de réflexologie sur le tibia, sur les malléoles, qui peuvent déclencher des contractions. Donc, il faut qu'ils évitent de masser ces endroits-là. Alors ça, c'est purement théorique, parce qu'en fait, il n'y a pas d'études qui montrent que c'est dangereux. Mais c'est surtout le principe, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des endroits qui stimulent les contractions, donc éviter de masser ces endroits-là. Donc on va même stimuler exprès pendant l'accouchement pour essayer d'accélérer le travail. Aussi, voilà. Mais là aussi, il n'y a pas de démonstration que c'est bien ou que c'est pas bien, mais on se doute que ça pourrait, c'est aussi médico-légal. C'est-à-dire que imaginons, est-ce qu'un massage peut entraîner une fausse couche? Il n'y a pas de raison, mais c'est quelqu'un qui va masser l'abdomen d'une femme enceinte, si on fait un massage profond, il n'y a pas de démonstration que c'est dangereux. Ok. Mais on va pas prendre ce risque-là. Imaginons qu'il y a une fausse couche pour une autre raison, il y a un risque médico-légal. On dirait, bah attends, c'est arrivé après mon C'est massage. arrivé juste après le massage, ouais. Donc on déconseille les massages profonds de l'abdomen, par exemple, et puis des zones de réflexologie. Mais ça aussi, c'est purement théorique. Voilà, Ok. voilà. Mais une femme qui voudra un massage du dos, les jambes et tout ça, la tête. Donc on peut. Alors, ce qu'il faut éviter aussi, se mettre sur le ventre pour masser le dos. Ouais, c'est moyen. À- En règle générale, quand on fait des massages femmes enceintes, c'est sur le côté. Voilà. Un côté puis l'autre. Là, si on veut mettre. Où il y a des tables aussi, avec le ventre. Oui. Tu connais? Oui, oui, ça existe, mais c'est comme au lieu de mettre la tête, on met le ventre. Voilà. Mais le problème de ça, c'est que il y a la position aussi. Quand on est en décubitus dorsal, c'est-à-dire quand on est allongé sur le dos, Oui. eh bien, donc on peut être allongé sur le dos, avoir des massages des C'est jambes. une question que j'avais, ça. Le souci, D'être allongé sur le dos. oui, alors la position quand on est allongé, on peut se mettre dans n'importe quelle position pour dormir, par exemple. Ok. Pour un massage, si on reste pendant longtemps sur le dos, après 20 semaines, après 25 semaines, quand le bébé commence à prendre du volume, il va compresser la veine cave. Et c'est pas conseillé de rester sur le dos trop longtemps, parce que, à la fois pour la maman et pour le bébé. Pourquoi pour la maman? Parce que, sur le côté gauche, on a la veine cave inférieure qui ramène le sang veineux sur le cœur. Et quand on est sur le dos, la masse du bébé, elle appuie. Et donc, elle empêche un retour veineux. Et donc, ça peut entraîner des malaises. On peut tomber dans les pommes, faire des malaises. Il y a beaucoup de patientes qui, même pendant une échographie, quand on fait l'écho, on est sur le dos, et bien qui disent, attendez, j'ai la tête qui tourne, on les met sur le côté. Pourquoi? Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Donc, parce qu'il y a un mauvais retour veineux. Alors, quand c'est pour une écho, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire. Et puis, dans ce cas-là, On la ferait pas assise, par exemple, l'écho, ou debout. on peut pas faire une écho assise puisqu'on n'a pas la place pour faire. Voilà. Donc on peut redresser un peu, mais voilà. Mais un massage, c'est pas quelque chose de médical, d'obligatoire. Donc on va dire éviter de faire un massage sur le dos, un massage prolongé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Non, mais là, tu m'allumes des trucs rouges dans ma tête. Pourquoi? Parce qu'on allonge les femmes pendant l'accouchement, sur le dos. Oui, mais c'est nécessaire. Recommandé. C'est pas recommandé pour faire des choses qui sont pas obligatoires, qui sont du plaisir. Oui, oui. Un massage, c'est pas quelque chose de recommandé. Accoucher, on peut accoucher sur le dos, on n'est pas obligé d'être sur le dos pour accoucher. Non, mais c'est le classique, quoi. La différence, c'est que lorsqu'on est... Je parle pas même que d'accoucher, souvent même on les met sur le dos, même pour faire un monito ou pour faire plein de On choses. met sur le côté, une fois que le monito est fait, on les maintient pas forcément, elles peuvent se tourner sur le côté. Et puis la seule différence, c'est que quand on fait ça, elles ont un monitoring. Elles ont le rythme du bébé qu'on surveille et elles ont la tension, on surveille. Ok.
D'accord? Donc, c'est pas comme un massage, il n'y a pas de surveillance. On sait pas comment va le bébé. Quand on fait un monitoring, on enregistre constamment le rythme cardiaque du bébé. Si on voit que, d'ailleurs, une patiente en salle de travail, tu es doula, donc tu es déjà allé en salle de travail, tu as déjà eu des bradycardies ou des anomalies de rythme cardiaque du bébé, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Changement de position. Et on les met quoi? Ah, jamais sur le dos. Voilà. Jamais. Donc, en général, elles peuvent être... N'importe comment, mais pas sur le dos. Donc, tant que tout va bien, bah, on laisse les patientes se mettre comme elles le souhaitent, comme elles le sentent. Mais quand on voit que ça commence à comprimer, on va les mettre sur le côté. Donc voilà. Un massage, bah, on va pas voir qu'il va y avoir une bradycardie, on va rien voir. Et puis, c'est pas obligatoire, un massage. Donc voilà. C'est pour ça que c'est déconseillé. Voilà. Mais ça, c'est plutôt en fin de grossesse. En début de grossesse, on peut faire ce qu'on veut. Ok, très bien. Alors, une autre question, celle-là elle est importante. Est-ce que c'est ok d'avoir des rapports pendant la grossesse? Si c'est ok, même au début de la grossesse, en fin de grossesse, il y en a plein qui ont des questions sur ça. Il y a des papas qui ont peur de faire mal au bébé. Pour les mamans, pour les papas. Pour tout le monde. Pour la survie de l'espèce. Non, mais parce qu'il y a aussi des papas qui ont peur d'avoir des rapports avec leur femme. La survie de l'espèce, elle est déjà en cours. Elle est déjà en cours. Bon, on va dire pour le shalom bayit. On va la tourner comme ça. Non, mais sérieusement, il y a des papas qui ont peur de faire mal au bébé. Il y a des mamans qui ont peur d'avoir des complications en ayant des rapports. En début de grossesse, ça peut peut-être entraîner des fausses couches. En fin de grossesse, j'aimerais bien que tu nous éclaires un petit peu sur ça. Alors, plusieurs questions en une. Ah, c'est des questions différentes. Oui, oui. Ok. Voilà. Alors, je répète, la grossesse n'est pas une maladie. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une activité normale. On est censé pouvoir se comporter normalement sur quasiment tous les domaines. Voilà. Juste avec une petite limite sur chaque chose. Il n'y a pas vraiment de limite. On peut avoir des rapports quand on veut lorsqu'on est enceinte. Ça ne va pas... c'est vrai que la question des papas qui ont peur de faire mal On au te la pose pas, celle-là? tout ça, Il y en a plein qui disent ça. oui, j'ai peur. Il a peur de toucher le Et bon, alors là, j'explique un petit peu l'anatomie parce que en pratique, aucune raison. Voilà, il y a le vagin, il y a le col et il y a l'utérus au-dessus. Il y a une porte en fait. Le entre papa, les deux. aussi bien conçu qu'il est, il va pas aller très loin de toute façon. Il pourra pas. Donc voilà, donc il a aucune raison. Et puis le bébé, il est dans sa bulle. Il a plein d'eau autour de lui. Il est protégé contre les chocs. Et donc un rapport sexuel, ça doit pas le perturber, en tout cas physiquement. D'accord? Donc ça n'a aucune raison de créer des dommages au bébé. D'accord? Qu'est-ce qui peut créer des ennuis? Alors, on a parlé de risque de fausse couche. Il n'y a pas de raison non plus que ça crée une fausse couche. Il y a aucune raison. L'utérus, il est petit comme ça, il y a un petit embryon dedans. Ça, c'est quelque chose qu'on entend des filles, enfin qu'on entend, en tout cas dans les idées reçues, qu'on entend des filles qui viennent de tomber enceintes, elles sont en tout début de semaine, 4, 5, 6 semaines, et elles disent pas de rapport jusqu'à 3 mois. Ils ont peur, Moi, voilà. voilà, on est sûr que ça bouge pas, j'ai peur de secouer, j'ai peur de... Voilà. Il faut savoir que quand une fausse couche se produit, c'est pas à cause de la maman ou du papa. D'accord? Le plus souvent, malheureusement, quand une fausse couche arrive, c'est qu'il y a eu un accident de fécondation. Dans 90% des cas, c'est les chromosomes qui sont pas bons, qui font que la nature s'arrête spontanément. Elle arrête spontanément la grossesse, et c'est mieux comme ça que ça s'arrête à 5 ou 6 semaines que ça s'arrête à 6 mois. D'accord? Donc ça, c'est indépendant de tout ce qu'on peut faire, de rapport ou de pas de rapport. D'accord? Ce qui peut arriver, c'est que si, par exemple, on a des saignements en début de grossesse avec un décollement trophoblastique, c'est-à-dire un petit décollement de l'œuf qui a fait que la patiente, elle a consulté, alors, il y a eu des saignements, mais le bébé évolue quand même. Et c'est pas une fausse couche, d'accord? C'est vrai que soit ce décollement, il peut s'aggraver, se compléter et entraîner un décollement total de l'œuf et entraîner une fausse couche, soit il peut se recoller progressivement. Et dans ce cas-là, c'est dans ces cas-là qu'on vous dit, là, vous restez tranquille. En cas de saignement pendant une grossesse, on va dire stop, on arrête les rapports jusqu'à ce que les choses rentrent dans l'ordre. Et donc c'est que s'il y a un cas particulier, c'est-à-dire qu'une femme à qui on n'a rien dit, elle peut avoir des rapports normalement tout le long de sa grossesse. Normalement, il n'y a aucun problème. Une femme qui, par exemple, alors elle n'a pas eu de saignement, mais elle a des contractions, d'accord? Celle qui va avoir un col ouvert prématurément, pour une raison ou pour une autre, on s'aperçoit qu'il y a une menace, ce qu'on appelle une menace d'accouchement prématuré, c'est-à-dire que le col va se modifier avant l'heure. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si le col est ouvert, on a peur qu'elle accouche de manière prématurée. Et donc là, il faut savoir que dans le sperme, il y a des prostaglandines. Les prostaglandines, c'est une hormone qu'on donne habituellement, qui est sécrétée par l'organisme quand on se met en travail spontanément, par exemple. Il y a des prostaglandines qui sont fabriquées par le propre corps de la patiente et qui vont entraîner les contractions.
Lorsqu'on veut déclencher le travail artificiellement, on donne aussi des prostaglandines, d'accord? Il y a plusieurs manières de le donner, mais ce sont des prostaglandines. Eh bien, dans le sperme, il y en a aussi, en toute petite quantité, mais ça peut déclencher des contractions. Oui, c'est pour ça qu'il y en a en fin de travail, quand elles veulent à tout prix déclencher naturellement, elles disent, écoute, fais-le 4 fois par jour et puis ça va peut-être marcher. Voilà, c'est exactement. Des patientes qui arrivent à 41 semaines, elles me demandent qu'est-ce que je peux faire pour, je veux pas de déclenchement. Eh ben, je dis allez-y. Bon, après, il faut avoir envie. Voilà. Oui, c'est notre histoire. Donc là, effectivement, c'est un conseil qu'on donne. Quand on veut que le travail se déclenche, eh ben, les rapports, ça peut être une méthode, on va dire naturelle, qui marche pas à tous les coups, mais qui peut aider. Donc ça veut dire que celle qui a des contractions prématurément, on va pas lui dire d'aggraver les choses en ayant un rapport avec des prostaglandines dans le sperme. Donc ce sont les cas où on va éviter les saignements, les contractions, les menaces d'accouchement prématuré. On va leur dire stop, on l'arrête là. Mais le reste du temps, non, on peut avoir. Alors, on en fait une dernière. On va aller sur celle-là. Tout ce qui est maquillage permanent, injection. C'est quoi c'est une vraie question que les filles elles se posent. Les injections, le maquillage permanent, les lissages, tous les trucs comme ça un peu 2026. Est-ce que c'est ok pendant la grossesse? Pas trop. Pas trop? Pas trop parce qu'on connaît pas l'impact de ces choses-là et ce sont pas des choses qui peuvent apporter du bien-être à la patiente, mais il n'y a pas d'indication médicale à faire ce genre de choses, de maquillage permanent. Eh bien, il faut savoir que pendant la grossesse, il y a une vascularisation différente. La peau, elle est plus sensible. Il y a parfois des hypervascularisations et il y a plus de risques à la fois de complications. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas si on parle du laser ou si on va faire du laser, il y a plus de risques de brûlure parce que la peau est plus sensible. Et puis, il y a plus de risques d'inefficacité ou de résultats esthétiques moins bons. À cause du taux d'hormones? À cause des modifications qui sont liées à la vascularisation de la femme enceinte. Donc, c'est pour ça que c'est pas conseillé. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est pas conseillé et c'est pas des choses obligatoires, c'est pas des choses indispensables. On va dire c'est de l'esthétique, même si ça peut être important aux yeux de certaines patientes, c'est des choses qui peuvent être faites après la grossesse. Qui peuvent être mises en pause. Il n'y a pas d'urgence à le faire. On parle par exemple du lissage des cheveux, on utilise des produits assez toxiques, le formaldéhyde, tout ça, c'est des choses qui peuvent être dangereux pour la grossesse. Alors, on se doute que une femme qui fait ça une fois, c'est dangereux, pas à cause de ce qu'on va mettre sur les cheveux, c'est à cause de l'inhalation des produits qu'on va utiliser. Alors, une inhalation une fois, ça risque de pas être très grave pour la patiente, mais c'est plutôt dangereux pour la professionnelle qui le fait, si elle est enceinte. J'ai pas pensé à ça, tu vois. Là, c'est ça. S'il le fait tous les jours, ça peut entraîner en danger. On sait pas, il n'y a pas de démonstration, il n'y a pas d'études qui montrent. On n'a pas assez de recul. Voilà. Et comme c'est des choses, on va dire, facultatives, c'est pas des choses indispensables. Il n'y a aucune raison de se faire un maquillage permanent ou de se faire un lissage des cheveux exprès pendant une grossesse. Donc voilà. Et il y a certains produits qui sont un peu, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Oui, on parlait des massages tout à l'heure, pour revenir au massage. Il y a les injections aussi d'acide hyaluronique. Oui, mais ça aussi, les injections, il y a toujours des risques infectieux, et on va être moins efficace pendant la grossesse. Donc, je vois pas l'intérêt justement de pas attendre de l'accouchement pour le faire. C'est-à-dire que de le faire pendant la grossesse, on va être moins efficace, plus de risques, quel intérêt? Okay. Voilà. Et pareil, je disais pour les massages. On a dit que les massages sont autorisés. Maintenant, il faut peut-être éviter certaines huiles douteuses. On ne sait pas d'où elles viennent. Il faut savoir ce qu'il y a dans les huiles que le masseur va utiliser. Donc ça aussi, c'est important. C'est pour ça que je disais, il faut aussi... Alors, qu'est-ce qu'il faut vérifier, par exemple, pour l'huile? La composition des huiles. Maintenant, je ne sais pas quelles huiles peuvent être douteuses, mais je pense que celui qui fait le massage, c'est à lui aussi à savoir ce qu'il peut utiliser, ce qu'il peut pas utiliser. Il y a l'attention de prendre quelqu'un qui est compétent dans le domaine et qui va... Voilà, c'est ça. En général, ils utilisent des huiles inoffensives, mais après, il y a toutes sortes de masseurs. Hein. Oui, il y a aussi certaines huiles essentielles qui sont contre-indiquées par rapport qui peuvent déclencher l'accouchement, etc. aussi. Donc, oui, c'est surtout pas forcément par lui, mais par l'endroit où on peut masser, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que tout ce qui est même le maquillage permanent, c'est des choses qui peuvent être. Il n'y a pas d'études de fait. Donc c'est par principe, on va dire,
évitons de faire des choses qui peuvent être faites plus tard. Ok, très bien. Voilà. Le parallèle, par exemple, c'est avec les soins dentaires. Ouais. Il y a plein. Ah oui, c'est vrai. C'est moi qui invente la question, il n'y en a pas eu assez. Les soins dentaires, est-ce qu'on peut faire des soins dentaires? Bien sûr que oui, on peut faire des soins dentaires. Ok, c'est même indiqué de ne pas laisser développer une carie. Il y a des dentistes qui ont peur, ils ont peur d'anesthésie. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai truc sur les Plein de femmes qui reviennent me voir, disent ah mon dentistes. dentiste il a refusé de me faire des soins. Je dis bah non, il a tort, il faut les faire. Maintenant il y a des soins qui sont moins urgents, des soins si on doit mettre un implant ou des choses pas urgentes qui peuvent attendre la fin de la grossesse. Là aussi c'est mieux parce que quand on va inciser, on va faire des incisions. En général, on préfère ne pas opérer les femmes enceintes parce qu'il y a des risques de saignement plus importants, des risques d'infection plus importants. Donc les soins dentaires, ça dépend lesquels. Les soins urgents, faut les faire. Les soins qui peuvent être portés pour l'esthétique ou des choses comme ça, ben on attend. On met de côté. Voilà. Donc c'était un parallèle en fait. Voilà. Ok, très bien. Question bonus. Pas mal. Je crois que l'un dans l'autre, on a répondu quasiment à tout. Je suis hyper contente. Attends, peut-être une dernière pour la route parce celle-là, je me posais la question aussi. Une qui m'a demandé si on pouvait prendre des bains pendant la grossesse et pourquoi on dit que le jacuzzi c'est interdit. Jacuzzi, sauna, etc. Alors, jacuzzi. Alors les bains, oui, on peut prendre des bains pendant la grossesse, surtout quand on est en fin de grossesse, on a des contractions, ça permet de diminuer les contractions quand on n'est pas en travail. Hein. Si on est en travail, ça permet aussi de calmer un peu les choses, de se sentir mieux. Pendant la grossesse, il n'y a pas de raison de pas prendre de bain. Ou sauf s'ils sont vraiment très très chauds, mais on va éviter les bains brûlants, quoi. Les filles, on aime le brûlant. Oui, mais il reste pas brûlant très longtemps, quoi, on va dire. Voilà. Donc je pense que c'est pas contre-indiqué. Le sauna, c'est surtout à cause du risque de déshydratation. Chez la femme enceinte, on est quand même plus sensible et d'aller se faire suer Volontairement. volontairement. Voilà, il faut savoir que quand on est enceinte, il y a un troisième secteur, il y a beaucoup d'eau et donc d'abord, je suis pas sûr que ça apporte en bien-être si important que ça. Ça, j'en sais rien. Ou c'est personnel après. Personnel, ouais, c'est ça. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a un risque. On est plus sensible à la chaleur quand on est enceinte et donc plus de risque de déshydratation. Je pense que c'est pour ça. Et le jacuzzi, ben, j'en sais rien. J'ai pas de réponse à cette question-là. Ok. Pourquoi ça serait contre-indiqué? Il y a des bulles. S'il y a des contractions. Moi non plus, j'ai pas compris, mais c'est vrai que j'ai un truc que j'ai entendu plusieurs fois. Il y a une des filles qui m'a posé cette question, du coup, je me suis demandé. Honnêtement, personnellement, j'ai c'est du bon sens. Je vois pas pourquoi. Alors c'est sûr, si on reste des heures dans le jacuzzi, qu'est-ce que ça peut donner? J'en sais rien. Tu vas être fatiguée. C'est ennuyeux surtout. Mais est-ce que ça entraîne des problèmes par rapport à... Bon, je pense pas. Je vois pas pourquoi. Mais j'essaierai de me renseigner quand même. Ok, on va partir du principe que c'est autorisé. Si finalement ça l'est pas, on le dira. Voilà, c'est ça. Voilà, ok, très bien. Eh ben merci beaucoup, j'ai kiffé. Et ben moi aussi. J'ai kiffé, c'était hyper instructif. Sûrement qu'on aura plein d'autres questions par la suite, mais j'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça. Avec plaisir. C'était super, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Parlons Maman. J'espère que ça vous a apporté des choses et des outils pour gérer la suite. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, à des mamans que ça pourrait intéresser. Si vous aussi, vous êtes un professionnel de santé et que vous avez des choses intéressantes à nous apporter dans notre podcast, alors je vous laisse nous parler sur Instagram ou sur notre adresse mail. Toutes les infos sont en dessous dans la bio. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes audio, que ce soit Apple Music, Spotify, YouTube. On est aussi présent sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Facebook. N'hésitez pas à vous abonner pour nous aider à faire grandir ce projet. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes, quel type de professionnel ou quel type de témoignage. Voilà, à très bientôt pour un prochain épisode.